Tulsa, Oklahoma, 1980. Un homme entre dans un casino n'ayant dans sa poche rien de plus que de la monnaie. Il n'a pas d'armes, pas de déguisement et pas de complice l'attendant dehors. Il ressemble à tout le monde, d'âge moyen, discret, habillé de vêtements ordinaires, le genre de personne que les employés de casino sont entraînés à ignorer. En quelques minutes, il s'assoira devant une machine à sous qui a été testée, réglementée et protégée par une industrie entièrement bâtie pour prévenir la triche. Et il gagnera, pas parce qu'il a de la chance, pas parce que la machine est cassée, mais parce qu'il comprend quelque chose que personne d'autre dans cette pièce ne comprend. Au cours des 16 années suivantes, cet homme se déplacera discrètement de casino en casino à travers les États-Unis et au-delà, Las Vegas, Atlantic City, les casinos flottants, les casinos amérindiens, même les salles de jeux internationales. Il battra les machines mécaniques, puis les électroniques, puis les capteurs optiques. Chaque fois que les casinos améliorent leur site, améliorent leur sécurité, ils s'adaptent plus vite. Au moment où l'industrie réalise ce qui se passe, des millions de dollars ont déjà disparu. Aucune alarme n'est déclenchée. Aucun garde ne le pourchasse. Aucune caméra ne le prend en flagrant délit. Les employés de casino le voient scintiller repartir encore et encore, sans jamais savoir qu'il venait de les déjouer tous. Comment un homme peut-il vaincre un système entier conçu pour l'arrêter? Et plus important encore, combien de temps la perfection peut-elle rester invisible? Tommy Glenn Carmichael n'a pas l'air d'un cerveau criminel. En 1980, il a 35 ans, un décrocheur du lycée travaillant comme réparateur de télévision et serrurier à Tulsa. Il gagne environ 18 000 dollars par an et vit dans un petit appartement avec sa femme et ses 2 enfants. Les factures arrivent plus vite que les salaires. La voiture a besoin de réparation. Les enfants ont besoin de nouvelles chaussures. Tommy est doué de ses mains. Il l'a toujours été. Donnez-lui une serrure cassée et il la répare en quelques minutes. Donnez-lui une télévision sans image et il trouve instinctivement le composant défectueux. Mais l'habileté ne paie pas le loyer. Son compte bancaire est souvent à découvert. Les cartes de crédit sont saturées. Le rêve américain semble lointain, presque fictif. Tommy n'a pas grandi en voulant voler les casinos. Il ne court pas après le luxe ou l'excitation, il court après la stabilité. Puis un jour, un ami appelle. La conversation semble décontractée, presque inoffensive. « Es-tu déjà allé à Las Vegas ?» Tommy rit. Il n'a pas les moyens d'aller à Las Vegas. « Et si je te disais qu'il y a un moyen de gagner de l'argent là-bas ?» Cette question change tout. Au début, ça semble absurde. Les casinos sont conçus pour gagner. Les machines à sous sont censées être aléatoires. La maison a toujours l'avantage. Mais son ami explique quelque chose de différent. Les machines à sous ne sont pas de la magie. Ce sont des machines, des systèmes mécaniques avec des interrupteurs, des capteurs, des compteurs et des pièces mobiles, tous conçus et assemblés par des humains. Et comme tout ce qui est construit par des humains, elles ont des faiblesses. Tommy écoute. Pas parce qu'il veut voler, mais parce que pour la première fois depuis longtemps, l'équation de sa vie pourrait changer. Si les machines peuvent être comprises, si les systèmes peuvent être appris, alors peut-être peuvent-ils être battus. À ce moment, Tommy ne pense pas à des millions de dollars ou à des casinos à travers le pays. Il pense au loyer du mois prochain, ignorant que cette seule conversation le met discrètement sur une trajectoire de collision avec toute une industrie. La première fois que Tommy met les pieds dans un casino, il ne voit pas le glamour. Il voit des schémas, des rangées de machines répétant les mêmes mouvements, des leviers actionnés à des rythmes identiques, des pièces tombant à des intervalles prévisibles. Pour la plupart des gens, les machines à sous sont des boîtes de hasard. Pour Tommy, elles semblent mécaniques, presque familières. Il observe comment les employés les entretiennent, à quelle fréquence elles sont vérifiées, avec quelle désinvolture les joueurs interagissent avec elles. Il remarque que les machines plus anciennes sont différentes, plus physiques, plus réactives. De retour chez lui, il commence à faire des recherches. Il achète de vieilles machines aux enchères. Il les démonte dans son garage. Il étudie comment les pièces sont comptées, comment les interrupteurs déclenchent les paiements, comment les signaux se déplacent d'un composant à l'autre. Il expérimente, échoue, réessaie. La plupart des tentatives ne donnent rien. Certaines débloquent sur la machine. Quelques-unes produisent des résultats faibles et incohérents. Mais lentement, des schémas émergent.
Tommy réalise que la machine ne connaît pas l'intention, elle ne réagit qu'aux entrées. Si le bon signal est déclenché au bon moment, la machine se comporte exactement comme prévu, mais pas de la manière attendue par le casino. Ce n'est pas de la chance, c'est de l'ingénierie. Et une fois que Tommy comprend cela, le problème n'est plus de savoir si une machine peut être battue, mais à quel point cela peut être fait discrètement. Il fabrique son premier outil rudimentaire à la main, rien de plus que du métal façonné et du fil, conçu pour interagir avec des composants internes que la machine ne peut pas distinguer d'une opération normale. Cela fonctionne, mais seulement parfois. Au lieu de se précipiter pour l'utiliser, Tommy le perfectionne. Il s'impose des règles, ne jamais rester trop longtemps, ne jamais gagner trop, ne jamais revenir trop vite, ne jamais célébrer. Le but n'est pas de devenir riche du jour au lendemain, le but est de rester invisible. Lorsqu'il retourne finalement dans un casino, il teste l'outil avec précaution. Un petit gain, puis un autre. Il part immédiatement. Aucune attention, aucune suspicion. Avec le temps, il améliore la conception, gagnant des secondes sur l'insertion, augmentant la fiabilité. Les casinos améliorent leur leurs machines. Tommy améliore ses outils. Chaque itération est plus précise, plus contrôlée. Ce qui a commencé comme une survie devient une maîtrise. Et à chaque visite réussie, une vérité devient plus claire. Les machines évoluent, mais lui aussi. La question n'est plus de savoir s'il peut les battre, c'est combien de temps il peut garder une longueur d'avance avant que le système ne remarque quelque chose d'anormal. À mesure que la confiance de Tommy grandit, sa discipline aussi. Il apprend à traiter chaque visite au casino comme une expérience contrôlée. Il chronomètre ses sessions, limite son exposition et observe les gens autour de lui plus attentivement que les machines elles-mêmes. Il comprend que la technologie peut être trompée, mais le comportement humain est moins prévisible. Les gardes de sécurité changent en deux quarts. Les techniciens suivent des routines. Les équipes de surveillance s'ennuient. Les schémas, réalisent-ils, ne sont pas seulement mécaniques, ils sont humains. Alors, il les étudie aussi. Il apprend quand les salles sont les plus fréquentées, quand l'attention est divisée, quand un gain semble ordinaire au lieu d'être suspect. Il se fond dans l'arrière-plan, un autre homme vieillissant insérant des pièces dans les machines, perdant la plupart du temps, gagnant juste assez pour passer inaperçu. Au fil des ans, les casinos commencent à remplacer les anciennes machines à sous mécaniques par de nouveaux modèles électroniques. Pour la plupart des tricheurs, ce serait la fin. Pour Tommy, c'est simplement le prochain problème à résoudre. Les machines électroniques ne dépendent pourtant plus des mêmes interrupteurs physiques, mais elles dépendent toujours de signaux, différentes entrées, différents capteurs, différentes vulnérabilités. Il achète de nouvelles machines, quand il le peut, les démonte pièce par pièce, cartographiant leur logique comme un serrurier cartographie les goupilles à l'intérieur d'une serrure. Chaque mise à niveau le force à retourner dans son garage, à tâtonner. Certains outils échouent complètement, d'autres fonctionnent une fois et plus jamais. Mais chaque échec lui apprend quelque chose. Lentement, méthodiquement, il s'adapte. Au début des années 1990, Tommy ne lutte plus. L'argent est stable maintenant, presque prévisible. Il achète une maison. Il remplace sa voiture. Ses enfants vont dans de meilleures écoles. En surface, sa vie semble normale, tranquille, modeste, sans histoire. Personne ne voit les longues nuits, passer penché sur des machines démontées, ou les notes minutieuses qui recensent les casinos qu'il a visités, et quand. Il ne frappe jamais le même endroit 2 fois en peu de temps. Il ne se permet jamais de gagner trop en une seule session. L'objectif reste le même, l'invisibilité. Et pendant longtemps, cela fonctionne. Mais pendant que Tommy affine ses techniques, l'industrie des casinos affine ses défenses. Au milieu des années 1990, des schémas commencent à émerger, non pas autour d'une seule personne, mais à travers de multiples lieux. Les machines rapportent un peu plus que prévu. Pas assez pour déclencher des alarmes, mais assez pour soulever des questions. Les analystes remarquent que certains modèles sous-performent pour la maison. Les enquêteurs commencent à récupérer des enregistrements, à comparer des journaux, à rechercher des anomalies. Au début, ils ne trouvent rien d'évident. Pas de machines brisées, pas de logiciels altérés. Juste des gens qui jouent, gagnent occasionnellement et partent discrètement.
Pourtant, les chiffres ne mentent pas. Quelque part, quelqu'un exploite une faiblesse. La réponse de l'industrie est lente, mais implacable. Les commissions de contrôle des jeux commencent à partager des informations. Les enregistrements de surveillance sont examinés plus attentivement. L'attention passe des machines aux joueurs. Qui touche la machine à des moments étranges? Qui part immédiatement après un gain? Qui apparaît dans plusieurs endroits présentant les mêmes comportements subtils? Il ne s'agit plus d'attraper un tricheur en flagrant délit. Il s'agit de réduire le champ des possibles. Et progressivement, un nom commence à émerger. Un homme sans casier judiciaire, sans habitude voyante et sans signe distinctif évident. Un homme qui a parcouru les casinos pendant des années sans jamais attirer l'attention. L'erreur finale n'est pas l'arrogance ou la cupidité, c'est la cohérence. Après plus d'une décennie de succès, les règles mêmes qui ont gardé Tommy invisible commencent à le définir. Ses habitudes, autrefois protectrices, deviennent identifiables. Il ne le sait pas encore, mais il n'est plus seul dans le casino. Des yeux le surveillent maintenant, non pas parce qu'il a l'air suspect, mais parce que les données indiquent maintenant qu'il devrait l'être. Lorsque les agents fédéraux interviennent finalement, il n'y a pas de poursuite dramatique, pas de résistance. Ils attendent que les preuves soient pétososataines et si au point soit irréfutable. Lorsqu'ils l'approchent, Tommy comprend immédiatement. Le jeu est terminé. Ce qui suit n'est pas un effondrement mais une négociation. Les procureurs savent ce qu'ils ont. Un homme qui comprend les machines, à sous mieux que quiconque. Les casinos veulent le faire taire, mais ils veulent aussi ses connaissances. En échange de sa coopération, Tommy évite des décennies de prison. Il remet ses outils, explique leur fonctionnement et aide à redessiner les systèmes mêmes qu'il avait autrefois vaincus. L'ironie est impossible à ignorer. L'homme qui a déjoué tous les employés de casino finit par travailler pour l'industrie qu'il a exposée. Ces techniques aident à combler les failles, à protéger des milliards et à changer à jamais la façon dont les casinos envisagent la sécurité. Au final, personne ne célèbre. Tommy perd sa liberté de jouer. Les casinos perdent leur illusion d'invincibilité. Le système survit, plus fort mais plus prudent. Et l'homme qui a passé 16 ans à défier les pronostics s'estompe dans l'obscurité, laissant derrière lui une seule question sans réponse. A-t-il vraiment perdu? Ou a-t-il gagné d'une manière que le système lui-même n'avait jamais anticipée? Des années plus tard, les salles de casino sont plus silencieuses qu'avant. Les machines sont plus intelligentes, les capteurs plus précis, les schémas sont surveillés en temps réel. Les faiblesses que Tommy exploitait autrefois n'existent plus. Non pas parce qu'elles n'ont jamais été là, mais parce que quelqu'un a prouvé qu'elles pouvaient être battues. La plupart des joueurs ne connaîtront jamais son nom. Les employés de casino ne seront jamais formés sur son histoire. L'industrie préfère cela ainsi. Les légendes rendent les gens curieux, et la curiosité est dangereuse. Mais enfouies dans les manuels de sécurité et les programmes de formation, ces empreintes demeurent. Chaque mesure de protection ajoutée, chaque faille comblée est une reconnaissance silencieuse de ce qu'un homme a réussi à faire pendant 16 ans, sans violence, sans menace, sans être remarqué. Il n'a pas maîtrisé le système par la force, il l'a compris, et c'était suffisant. Alors qui a vraiment gagné? L'homme qui a pris des millions et est parti, ou l'industrie qui a appris, s'est adaptée et s'est renforcée? Peut-être qu'aucune des réponses n'est complète, parce que la vérité la plus troublante est celle-ci. Le système n'a pas été battu par la chance ou le chaos. Il a été battu par la patience, la discipline et l'intelligence humaine. Et tant que les systèmes sont construits par des gens, il y aura toujours quelqu'un capable de voir ce que tout le monde ignore. La question n'est pas de savoir si cela peut se reproduire. La question est de savoir si quelqu'un le remarquera avant que cela n'arrive.